Jean-Paul Sartre était-il un parfait idiot utile pour l'Union soviétique et sa propagande? Comment son héritage continue-t-il à cautionner l'aveuglement français sur la Russie aujourd'hui? La littérature russe de ces 2 derniers siècles est-elle innocente face à Mariupol? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Cécile Vissier, professeure en études russes et soviétiques à l'université de Rennes 2, auteur des ouvrages Des réseaux du Kremlin en France, Sartre et URSS, le joueur et les survivants, et son dernier ouvrage Face à Mariupol, 2 siècles de la littérature russe. Bonjour Cécile, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme professeur en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2, mais surtout comme auteur de 2 livres tout à fait passionnants, des livres récents. Donc il y a un livre sur Sartre qui s'intitule Sartre et l'URSS, le joueur et les survivants, et un autre livre aussi tout récent qui s'intitule Face à Mariupol, 2 siècles de littérature russe. Donc c'est au sujet de ce livre que nous allons construire notre dialogue aujourd'hui. Mais en même temps, tu es aussi auteur d'un ouvrage plus ancien de 2016 qui porte sur les réseaux de Kremlin en France. C'est un livre qui a marqué toute une époque en fait, parce que là, il a mis au clair en fait tout ce qui existe, on va dire en France, comme agent russe, comme réseau d'influence. Et donc quand même, voilà, la grande invasion russe en Ukraine, qui avait commencé le 24 février 2022, il a changé la donne. Et donc, on en est où, en fait, avec ces réseaux d'influence de Kremlin, et notamment, parce qu'il y a quand même l'opinion publique française qui a sans doute un peu changé, et tout aussi bien que les prises de position politique. Qu'est-ce qui avait changé? Écoute, les choses ont complètement changé dans le sens où on voit très bien que la majorité de l'opinion publique française soutient actuellement l'Ukraine. Et que là, il y a, je crois aussi, le résultat d'un gros travail qui a été fait par moi et par d'autres, c'est-à-dire une petite équipe depuis au moins 2014, je dirais, à intervenir régulièrement, à expliquer ce qui se passait, à expliquer que non, l'Ukraine n'était pas un pays de nazis, que non, c'est pas parce qu'on parle russe qu'on a envie de faire partie de la Russie, etc. C'est-à-dire que là, je dirais, c'était de manière un peu bête et vaniteuse, c'était le côté satisfaisant, c'est-à-dire qu'on se disait, bon, par rapport à 2014, quand la majeure partie de l'opinion française disait, de toute manière, la Crimée a toujours été russe, il y a eu un gros travail de fait. Et actuellement, on voit de très nombreux Français qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, qui attaquent justement ces réseaux du Kremlin, qui réfutent les arguments. Moi, j'ai même plus rien à faire, hein. Je regarde, je me dis, tiens, ils ont très bien compris, ils réfutent un tas de choses. En revanche, je dirais, il y a d'autres points qui m'inquiètent, c'est-à-dire que bon, il y a non seulement, je dirais, cette mobilisation de l'opinion publique, mais il y a eu quand même une enquête menée à l'Assemblée nationale française sur les ingérences étrangères. Cette enquête pour laquelle j'ai été auditionnée, pour laquelle d'autres que tu as interrogés ont été auditionnés, comme par exemple Nicolas Tinzer, a débouché sur le fait que actuellement la menace la plus grande en France, c'était la menace russe. Or, je ne vois pas forcément énormément de choses faites du côté du politique. Et ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'on nous a dit, par exemple, il y a
des enquêtes menées par le pôle financier de l'Assemblée nationale sur un certain nombre de députés, anciens sénateurs. Alors, on nous a dit ça il y a un moment. Moi, je ne vois rien se concrétiser de ce point de vue-là. Je ne vois pas de législation particulière s'amorcer. Or, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, et là, je dirais les choses intéressantes se passent en Allemagne, se passent aussi en Tchéquie, où ils ont mis à jour ce réseau qui était d'ailleurs organisé et financé par comment s'appelle-t-il? J'ai Kornichuk en tête, mais c'est pas ça. Stefanchuk, sans Voilà. doute, non? Le chef de parlement, n'est-ce pas? Non, celui dont la fille est la filleule de Poutine, le chef du Medvedchuk. Medvedchuk, pardon. Donc Medvedchuk qui avait organisé euh, un système de paiement, et là maintenant on commence à parler vraiment en Europe des paiements, qui était une question qu'on ne pouvait pas aborder en 2016 parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Donc on sait qu'il y a des députés européens qui ont été payés notamment par Medvedchuk et par d'autres. On sait que de l'argent circule. Il y a eu des arrestations en Allemagne sur ces plans. Or, en France, je ne vois pas bouger grand-chose. Donc ça m'inquiète et je les vois beaucoup en France s'inquiéter, alors à juste titre, mais de façon trop limitée, sur tout ce qui est réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont devenus très forts, je crois, sur les ingérences, tout ce qui peut être hacking sur des réseaux, sur des réseaux informatiques, des réseaux Internet. Je crois qu'ils sont assez forts, c'est pour ça qu'ils ont monté cette agence spécialisée dans les réseaux. Sauf que ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que ça n'est pas du tout le seul moyen, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui sont achetés. Il y a, on l'a vu tout récemment en République tchèque, il y a des agents russes qui sont là et qui sont là depuis éventuellement longtemps. On pourrait citer des cas aux États-Unis où je dirais ils se repèrent très très bien, pour certains d'entre eux en tout cas. Donc il y a tout un travail de fond qui, à mon avis, n'est pas fait du côté français, alors que l'influence russe n'a jamais été aussi forte. Et au bout du compte, ça voudrait dire que les citoyens français sont chargés de prendre en charge ces dénonciations dans le sens de ces dévoilements, alors que au niveau des autorités, au niveau des services secrets, je vois pas toujours un travail fait de manière suffisamment approfondie. Donc oui, les choses ont changé, mais les Russes ont absolument renforcé, et c'est ce qu'ils savent faire, les infiltrations, les achats, euh, les achats d'hommes politiques, les achats de journalistes, ça c'est quelque chose, ça bat son plein. Donc il y a tout ce réseau qui est en train de fonctionner et puis bien sûr de représenter déjà, un danger, n'est-ce pas, imminent, non seulement pour l'Europe, orientale, pour l'Ukraine, mais tout aussi bien pour l'Europe occidentale, notamment ou pour la France. Donc il faut bien être conscient de ce danger et non seulement être conscient, mais comme tu dis, agir, dans ce sens. Je pense qu'on a beaucoup trop tardé. C'est-à-dire, moi, quand j'ai publié mon livre en 2016, je pensais que des actions allaient être prises immédiatement. Or, les actions n'ont pas été prises immédiatement. C'est plus la société qui a réagi en se disant, ah bah tiens, il y a des problèmes, effectivement. Donc, des actions n'ont pas été prises. Elles commencent à l'être timidement en France depuis, 2-3 ans, hein, réellement. Et effectivement, c'est un danger pour toute l'Europe, y compris pour la France. Oui, et même si aujourd'hui il est peut-être mal vu de que se déplacer en soutien ou en sympathie à Poutine, on a vu Marine Le Pen, prononcer quelques phrases, au début de l'invasion russe ici en Ukraine, dans le sens que de toute manière la Russie n'allait pas déloger et cetera. Mais même pour Marine Le Pen, donc et c'est difficile aujourd'hui de tenir ce discours, de compréhension, n'est-ce pas? De justification de cette agression-là, mais ce n'est pas pour autant, n'est-ce pas, qu'elle va cesser de jouer en faveur, n'est-ce pas, de
de cette Russie poutinienne. Et Donc, puis le discours a changé, c'est-à-dire que et je l'entendais encore hier, c'est-à-dire que les gens ne vont pas, effectivement, je dirais, dans des cercles éduqués, cultivés, ils vont pas dire Poutine est merveilleux, ils vont dire non, non, Poutine, effectivement, mais il y a des torts partagés. Alors, bon, hier, par exemple, on me tenait ce discours-là, je disais, ah bon, mais il y a des torts partagés sans doute, mais il y a quand même un agresseur et un agressé, je dirais, et là, c'est très simple à voir. Ah, mais c'est pas si simple parce que et la personne à qui je parlais me renvoyait à la question des frontières en me disant oui, mais en 91, les frontières ont été mal tracées. Alors je disais qu'elles étaient bien tracées ou mal tracées, je veux dire, elles ont été tracées et elles ont été reconnues, y compris par la Russie. Donc on peut pas toujours revenir sur ça. Ah oui, mais c'est vrai que les Russes ont été trop brutaux, mais il y avait quand même ce problème des frontières, ce problème, et puis toujours la même chose, ce problème du soi-disant traitement des Russes qui auraient été défavorisés en Ukraine, enfin des russophones qui auraient été défavorisés. Donc, on voit revenir des arguments qui sont des arguments qui en fait, et là je dirais il y a aussi des approches historiques qui sont nécessaires, qui sont des arguments très anciens, qui sont des arguments qui ont été lancés par le KGB, par le FSB, qui sont ancrés dans une partie de la population française et qu'il est très facile de relancer. Donc non, on va pas dire Poutine est un dirigeant merveilleux, il nous le faut. On va juste dire, vous savez, les torts sont partagés et les Ukrainiens, plus les Américains qui ont voulu mettre des bases de l'OTAN à côté de la Russie, la pauvre s'est sentie menacée. Donc non, le les choses ne sont pas du tout réglées et je dirais le positionnement d'une certaine manière de la société française est plus clair que celui des politiciens. Que ce soit Marine Le Pen, que ça soit Zemmour, dont la conseillère en géopolitique va dans des colloques organisés par Monsieur Orban en Hongrie, et vous connaissez, donc là il était un colloque en Belgique, mais organisé par un fonds hongrois, et vous connaissez les positions de la Hongrie sur la guerre, que ce soit chez à la LFI, donc plutôt à l'extrême gauche, la France insoumise, les choses ne sont pas du tout réglées, même après le déclenchement de la guerre de grande ampleur. mmh Donc revenons à ton livre, à Sartre et l'URSS. Donc Sartre représente, cette figure, cette grande figure, de l'intellectuel, engagé. Donc il a créé en quelque sorte, ce genre, de personnage, tu me corriges si je me trompe, mais il a donné cette définition de qu'est-ce que c'est un intellectuel engagé? C'est celui qui se mêle à tout ce qui ne le regarde pas. Voilà, quelque chose comme ça, après-guerre. Donc Sartre, qui était aussi une figure phare, pour, cette relation entre la France, de l'après-guerre et l'Union soviétique, donc qui explique aussi qui explique aussi des sympathies qu'on pouvait constater dans plusieurs milieux, en tout cas de gauche, français pour, l'Union soviétique et aussi et il mentionne, il donne à voir, cet aveuglement en quelque sorte sur la nature même du régime soviétique. Je parle là des années 50, bien sûr, peut-être pas plus loin que là. Alors, pourquoi pour toi traiter Sartre, qui connaissait beaucoup de critiques d'ailleurs, ces dernières décennies, pourquoi c'était tellement important? Qu'est-ce que ça nous donne à comprendre, sur la France aussi? Oui, beaucoup sur la France. En fait, comment ce livre a commencé? Ce livre a commencé alors que je travaillais sur autre chose, c'est-à-dire je travaillais sur les dirigeants de l'Union des écrivains il y a 20 ans, et je travaillais dans les archives à Moscou. Donc les archives du comité central, du secteur idéologique du comité central. Et là, je trouve en fait des rapports qui étaient faits sur Sartre et sur d'autres. C'est-à-dire que à chaque fois que Sartre rencontrait, par exemple, cet immortel poète dont plus personne ne se souvient, qu'a été Alexeï Sourkov, Alexeï Sourkov écrivait un rapport au secteur idéologique du comité central pour dire voilà ce que Sartre m'a dit, voilà ce qu'on lui a répondu, voilà comment on peut l'utiliser, on pourrait peut-être lui faire organiser une conférence pour les pays du tiers-monde, etc., etc.
Et j'étais absolument fascinée par ces rapports en me disant Sartre n'avait aucune idée de ça. On savait déjà en France à l'époque que l'accompagnatrice soviétique de Sartre, qui était donc sa traductrice, son accompagnatrice, sa maîtresse, un peu son grand amour aussi en Union soviétique, on savait qu'elle écrivait des rapports. Ça, c'était quelque chose qui est sorti dès le début des années 90. Mais en fait, C'est celle qui s'appelait Lena Zonina, voilà. n'est-ce pas? Mhm. Mais en fait, bon, et qu'elle écrivait des rapports comme tous ces accompagnateurs de la commission étrangère de l'Union des écrivains écrivaient des rapports. C'était leur métier. Enfin, disons, ça faisait partie de leur métier. En revanche, ce dont je n'avais pas conscience, c'est que dès que Sartre et Beauvoir allaient quelque part, un rapport était écrit, et notamment par des écrivains qui les accueillaient, qui étaient soi-disant des amis, etc. C'est-à-dire que je ne sais plus quel historien français a dit que l'Union soviétique était la civilisation du rapport, et brusquement, ça prend quelque chose de très, très concret, c'est-à-dire tout le monde fait des rapports sur tout le monde. Et donc, à l'époque, j'avais en fait noté tous ces documents, et j'avais continué par la suite. Dès que j'avais un petit peu de temps libre, j'allais dans les archives, je regardais en me disant j'en ferai quelque chose un jour. Et je voulais montrer ça, je voulais montrer que Sartre y va en croyant, je dirais, rencontrer des gens qui sont des écrivains comme lui, et en fait, il rencontre des gens qui ont été sélectionnés par le pouvoir soviétique en fonction d'un certain nombre de critères, et qui, dans les années 50-60, vivent bien, vivent en sécurité, mais à condition de respecter des règles, et notamment donc de tromper les étrangers, mais en tout cas, je dirais de faire un traitement spécial pour les étrangers, de manière à ce que, et Sartre l'a très bien fait, quand ces étrangers rentrent chez eux, ils chantent les louanges de l'Union soviétique. Alors, avec Sartre, il est tombé sur quelqu'un, je dirais, qui était tout à fait disposé, paradoxalement, parce que on pourrait dire que la qualité première d'un intellectuel, en théorie, c'est quand même son indépendance d'esprit, sa capacité à penser hors des cadres et hors de ce qu'on veut lui imposer. Et en fait, Sartre était tout à fait disposé à jouer ce jeu. Et là, effectivement, ça en dit énormément sur la société française et jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéressait aussi, ayant déjà écrit Les réseaux du Kremlin, c'était le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, comment on peut le comprendre. C'est-à-dire que dans Les réseaux du Kremlin, j'avais par exemple dit, il y a une espèce de grille qui existe chez tous ceux qui soutiennent le Kremlin. Un des éléments de cette grille, c'est l'anti-américanisme. Donc il y a l'anti-américanisme, l'opposition à l'Union européenne, une certaine fascination pour la force. Et tout ça, on le retrouve chez Sartre. C'est-à-dire que Sartre, alors, et on le retrouve de manière complètement paradoxale d'ailleurs. Sartre se rend pour la première fois aux États-Unis en 1945, avant même la fin de la guerre. Donc vous avez des Français qui se battent pour chasser les Allemands, lui il va aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'accueil de soi-disant intellectuels résistants. Il n'a pas été résistant. Et en fait, les États-Unis, ça lui plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup la culture américaine, il aime beaucoup la littérature américaine, alors qu'il ne sera jamais passionné par la littérature soviétique, voire même russe. Il s'y plaît beaucoup, mais intellectuellement, quand on lui dit, quand on lui pose une question qui se repose de nos jours en Europe occidentale, malheureusement, c'est-à-dire, et s'il y a une guerre mondiale de nouveau, de quel côté serez-vous? Est-ce que vous serez du côté des États-Unis ou est-ce que vous serez du côté de... Alors, ce que lui appelle la Russie, je reviendrai sur ce terme, c'est-à-dire l'Union soviétique. Lui dit toujours, ah non, non, moi je serai du côté de l'Union soviétique parce que l'Union soviétique ne peut pas déclencher une guerre. Vous vous dites, mais d'où ça lui vient, ça, en 47-48, cette idée que l'Union soviétique ne peut pas déclencher une guerre? Et en fait, ça vient de son anti-américanisme absolument profond, absolument ancré, où il dit, même s'il aime les États-Unis, les États-Unis ont forcément tort. Et en fait, ce sont des schémas qu'on retrouve encore de manière très forte. De la même façon, il est opposé à l'Union européenne, donc à la création qu'il est en train de voir se faire devant lui. Il est opposé au plan Marshall.
C'est-à-dire, là, hier, devant des étudiants, je citais une phrase de Sartre qui dit « Le peuple russe a intériorisé la violence ». Donc vous vous dites, bon, jusqu'à présent, ok, j'arrive à suivre. Cette violence lui a été imposée de l'extérieur par le plan Marshall et l'âge croissant de Staline. Et vous vous dites, mais est-ce qu'il pense vraiment qu'il n'y a pas eu de terreur avant le plan Marshall? Donc il y a toute une série, je dirais, de prémices absolument erronées qui avaient déjà été intégrées par Sartre. Et là où cet intellectuel aurait pu les penser, les réfléchir, les remettre en cause, au contraire, il les a ancrés. Et donc, il les a ancrés, oui, dans une certaine gauche, mais aussi dans une large partie, finalement, de l'opinion publique française. Et on les voit ressortir régulièrement, sous une forme ou sous une autre. Donc, à ce titre-là, pour moi, c'est extrêmement intéressant, je ne sais pas après si ça fonctionnera ou pas, mais de mettre à plat ces espèces d'a priori, c'est-à-dire que des Français qui aiment la musique américaine, qui aiment la culture américaine et qui vont voyager en Californie, détestent politiquement les États-Unis au point de dire « nous sommes du côté de l'Union soviétique ou de la Russie que nous croyons incapables de déclencher une guerre ». Et là, si tu me permets, je voudrais justement insister sur un point qui me paraît absolument essentiel, c'est-à-dire que Sartre n'emploie quasiment jamais les termes de Union soviétique. Il parle toujours de la Russie, la Russie, la Russie pour désigner l'Union soviétique. Et d'une part, il fait exactement comme De Gaulle à la même époque, c'est-à-dire De Gaulle, lui aussi, assimilé l'Union soviétique à la Russie. Et j'ai même trouvé dans des formules juridiques ce terme de Russie employé à la place d'Union soviétique. Par exemple, tu vois, tu trouves des livres publiés dans les années 50 en France où on te dit tous les droits de publication réservés, sauf pour la Russie. Et tu te dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait les publier en Ukraine? Qu'on pouvait les publier en Géorgie? Et en fait, tu comprends que le sauf pour la Russie, c'est sauf pour l'Union soviétique. Et tu vois, quand on en revient à cette question qui est extrêmement brûlante actuellement en Ukraine, c'est sûr, mais aussi du coup en Occident, sur l'impérialisme. L'impérialisme russe. Tu te dis, et ça c'est aussi une des conclusions de mon livre sur Sartre, pour Sartre, l'impérialisme, c'était américain. C'est-à-dire qu'il a été incapable, sauf vers la toute fin, de penser un impérialisme russe. Et pourquoi il ne pouvait pas penser un impérialisme russe? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y participait. Il y participait ne serait-ce que par ses mots. Et tu sais, les mots sont le reflet de conceptions et forgent des conceptions. C'est-à-dire que si tu confonds l'Union soviétique et la Russie, ça veut dire que pour toi, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Ouzbékistan n'existent pas en tant que tels. Ce sont des de petits bouts, au bout du compte, de la Russie. Donc, et ça, on le voit tout le temps chez Sartre. Et tu te dis, ça, ce sont des choses qu'il a véhiculées. C'est-à-dire qu'ensuite, les Français, et Dieu sait que j'ai essayé de lutter contre et que je m'en désespérais, mais disaient, la Crimée a toujours été russe. C'était aussi, d'une certaine manière, un héritage de Sartre, où ils ne comprennent pas la différence entre Empire russe, Union soviétique et Fédération de Russie actuelle. Et donc aujourd'hui, imaginons un Sartre, s'ils étaient vivants aujourd'hui, justement en faisant cet exercice intellectuel, à ton avis, comment ils se comporteraient face à la guerre qu'ils croyaient impossible d'être commencée par l'Union soviétique, bon, par la Russie? Comment seraient ces prises de position aujourd'hui, étant donné que la Russie a quand même fait cette agression sans doute la plus grande depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dont le Sartre était témoin? Écoute, pour répondre, je me référerai par exemple à ses réactions pour Budapest en 56 et sur la Tchécoslovaquie en 68. C'est-à-dire que Sartre, qui accepte de se rendre en Union soviétique en 52,
Donc, il va se rendre en 54 pour la première fois, mais il accepte en décembre 52, c'est-à-dire du temps de Staline, du temps des pires purges de l'après-guerre. Il va rompre avec l'Union soviétique après Budapest. Pourquoi? Parce que, effectivement, il n'approuve pas du tout le fait que l'Union soviétique envoie son armée écraser l'insurrection de Budapest. Mais en même temps, je veux dire, comme c'est Sartre, d'un côté, il prend des positions absolument indignées en disant c'est scandaleux, je ne peux plus sympathiser avec ce pays, etc. Mais en même temps, il va faire, par exemple, un article fantôme de Staline, où, grosso modo, bon, d'abord, il dit Khrouchtchev a eu tort de commencer cette déstalinisation. Parce que les Russes n'y étaient pas préparés, donc il les a traumatisés. Donc, on n'aurait pas dû déstaliniser comme ça, on n'aurait pas dû critiquer Staline. C'est-à-dire qu'en fait, il va trouver toute une série d'excuses pour justifier l'Union soviétique et pour justifier le gouvernement soviétique, alors qu'il va être très, très dur contre le Parti communiste français. Je dirais, ce qui en soi n'est pas un problème. Donc, si tu veux, je crains qu'il n'ait fait la même chose dans les circonstances actuelles et que ça soit peut-être un peu une attitude un peu française assez souvent, qui consiste à dire oui, on condamne l'usage de la violence contre les populations, mais justement, on va trouver des tas d'excuses pour pas la condamner jusqu'au bout, et puis surtout, quand l'Union soviétique est allée littéralement le chercher, parce que l'Union soviétique voulait le récupérer, donc entre 56 et 62 sont ces voyages suivants, et bien finalement, je dirais, on se laisse faire en disant, oui, mais ça a changé, oui, mais c'est quand même intéressant, donc des positions qui n'était pas très ferme, et puis surtout toujours cette tendance à expliquer, à vouloir chercher, un peu comme ceux qui maintenant disent ah oui mais regardez le problème des frontières en 91, c'est qu'effectivement on peut remonter aux frontières aussi de l'Empire russe, je veux dire si on veut, mais je dirais ça n'a aucun sens. Donc je crois que Sartre, qui par ailleurs était quelqu'un de tout à fait gentil, mais qui pouvait être d'une mauvaise foi absolue, ne serait pas à 100% du côté des Ukrainiens. Mmh. Donc on se dit bien et dans le langage russe, il y a bien une expression qui désigne justement les étrangers qui tiennent cette position. C'est une expression, d'idiot utile, hein. Donc c'est une expression aussi que tu emploies dans la conclusion de ton livre, voilà, le chic type ou idiot utile et donc tu opposes cette vision de la liberté, propre, à son codisciple en fait à l'école normale, Raymond Aron et son collègue plus jeune, Albert Camus et donc, d'autres types de liberté et puis toutes les erreurs que Sartre avait amenées, donc avait commis, durant ce siècle, tout en reconnaissant sa grandeur et puis sa force, intellectuelle. Sartre, dans les dernières questions et là-dessus, donc le livre est très vaste, en fait, et super intéressant parce qu'il parle de toute une époque et puis il parle de choses qui n'ont jamais été publiées, donc il en reste encore des archives qui sont fermées, donc on saura sans doute parce que Sartre qui avait visité l'URSS 11 fois, si je ne me trompe pas, donc on connaît pas certains textes qu'il a écrits, notamment ses lettres à cette dame que tu avais mentionnée, Lena Zonina, donc c'est celle, dame de KGB qu'on devine, une traductrice, accompagnatrice et aussi amante, donc Sartre en avait tout un tas d'amantes partout. Et donc, voilà cet épisode où en fait on voit même une photo où Sartre, tu as dit qu'il parlait de la Russie, pas de l'Union soviétique, mais on voit bien cette interview, une espèce d'interview dans la revue ukrainienne qui s'appelle Vilna Ukraine, donc l'Ukraine libre. Et donc, il parle, et c'est un texte écrit en ukrainien, je peux le lire, donc même sur la photo. Voilà, est-ce qu'on connaît quelque chose de cette vision de Sartre de l'Ukraine? Sartre s'est rendu plusieurs fois en Ukraine. Il s'est rendu à Kiev, il s'est rendu à Odessa. Alors Odessa, c'est tout un gag parce que j'ai parcouru tout Odessa de long à large et surtout je suis allée à la bibliothèque d'Odessa pour chercher la presse en me disant on va parler de ce voyage. Je crois que c'était en 66. On va parler de ce voyage de Sartre. On va justement l'interviewer comme il a été interviewé à Lviv. Et en fait, on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout
et je cite dans mon livre cette dame de la bibliothèque qui me dit: «Si on n'en parle pas, c'est que soit il était là incognito, soit il était en défaveur». Je pense qu'en fait, il était déjà en défaveur du côté des autorités soviétiques qui s'apprêtaient à recevoir de Gaulle. Le il était en parole toujours, bienfaisant, toujours, effectivement ses interviews, c'est toujours, «Ah mais je me plais beaucoup et je trouve ça, absolument merveilleux». Mais, on a l'impression qu'il ne connaît rien de l'histoire et ça pose quand même un problème chez un grand intellectuel quand justement il va à Lviv, le où on encore maintenant, je veux dire, on voit l'histoire de ses yeux et les déplacements de frontières et les déplacements de population, ça se voit avec nos yeux actuellement, avant même la guerre. Et lui, on a l'impression que tout ça, il l'ignore, que tout ça passe à côté de lui. Et surtout, il était entouré, y compris en Ukraine. Et ça, je dirais, vous aussi, il faudra, une fois la guerre terminée et gagnée, il faudra que vous travaillez là-dessus. C'est-à-dire que il était entouré par des ingénieurs des armes ukrainiens qui avaient les mêmes fonctions que leurs compères russes, c'est-à-dire de lui présenter une version des choses. Et notamment, il avait été invité pour la première fois en Union soviétique et était systématiquement reçu par Monsieur Korneitchouk, Alexander Korneitchouk, qui a été qui a eu des fonctions officielles, y compris dans le gouvernement ukrainien, qui a été à la tête de l'Union des écrivains ukrainiens, qui a quand même pourchassé un certain nombre d'écrivains ukrainiens, dont qui se sont plaints de lui en disant que c'était vraiment et qui a fait sa carrière sur le fait que la Renaissance, ce que vous appelez la Renaissance ukrainienne des années 20, a été écrasée, déportée, exterminée au début des années 30. Et donc, on avait besoin de quelqu'un comme Korneitchouk pour finalement donner l'image de l'existence d'une littérature ukrainienne. Et c'était lui qui vivait, je dirais, dans le confort et dans le luxe avec Madame Wassiliewska, son épouse, qui était chargée des mêmes fonctions en Pologne, c'est-à-dire que la Pologne devait être soi-disant soviétisée. C'était eux qui recevaient Sartre, c'était eux qui recevaient les étrangers. Donc il y avait tout un système qui faisait... Alors, Sartre aurait pu avoir d'autres points de vue. C'est jamais très difficile de trouver d'autres points de vue, ne serait-ce que par exemple dans les diasporas. C'est-à-dire qu'il y a une diaspora ukrainienne en France, comme il y a une diaspora russe, comme il y a une diaspora géorgienne. Il aurait pu avoir d'autres points de vue. Il ne les a pas vraiment cherchés parce que c'était un homme léger, qui au bout du compte aimait ses voyages, où on le traitait très bien, tout le monde était très gentil, on le faisait boire, il voyait des jolis paysages et il retrouvait Madame Zonina, qui était une femme tout à fait appétissante. Oui, je vois. Je vois, bien sûr, il y a cette, voilà, cet, aveuglement historique et bien sûr qu'il y ait, voilà, l'ambiance dans cette littérature et dans cette, Ukraine aussi soviétique était tout à fait particulière. Il y avait aussi Mykola Bajan, c'est celui qui était un survivant brisé, on va dire brisé de cette Renaissance, qu'on appelait à l'époque Renaissance rouge, mais qui est devenue Renaissance fusillée parce qu'elle était littéralement fusillée. Et puis intérêt à Saint-Dalmor, donc des choses qui ont été découvertes d'ailleurs, par, cette société russe, Mémorial, dans les années qui ont précédé justement la grande invasion russe. Donc cette société-là, bien sûr, elle est interdite aujourd'hui en Russie. Donc voilà, ton autre livre, donc aussi récent, Face à Mariupol, tu essaies de traiter de ces 2 siècles de littérature russe, c'est-à-dire le 19e et 20e, siècle. Donc tu poses la question, bien sûr importante parce que Face à Mariupol, comment est-ce qu'on peut traiter cette littérature? Donc tu vas un peu en compte courant des appels incessants de cercles ukrainiens qui, voilà, qui appellent à faire oublier cette littérature, russe et puis de l'accuse de tous les maux d'être impérialiste, d'être celle qui érase les littératures, autres et donc, j'étais très intriguée en fait, au début de ton livre, tu mentionnes un sondage tout à fait intéressant que j'ai pas vu d'ailleurs avant, donc c'est un sondage organisé par un site, de quelques personnalités russes en exil, dont l'écrivain Boris Akounin et puis certains autres. Ils font un sondage
auprès, j'imagine, des Russes, qui vivent aujourd'hui. Donc ils posent la question à leur, audience, quels sont des livres de la littérature russe qui expliquent le mieux ce que c'est la Russie? Et j'étais aussi étonnée de voir parce qu'il y a plusieurs, options à donner. Il y a Crime et châtiment, bien sûr, de Dostoïevski, qui c'est un classique. Il y a Guerre et paix de Tolstoï, qui sont aussi connus de tout le monde, y compris en France. Mais il y a aussi 2 autres livres qui obtiennent les premières places. Donc c'est tout d'abord, Histoire d'une ville de Saltykov-Shchedrin, dont on garde un très vague souvenir. Je relais un peu sur ce livre et puis, un livre plus connu ici, parce qu'il est récent, c'est La journée de Oprichnik de Vladimir Sorokin. Ce sont des années 2000, si je me trompe pas, c'est 2005-2006, donc c'est un auteur qui est vivant. Et donc j'étais étonnée de voir que c'est les 2 textes sont des satires, on va dire, heu, très méchantes, hein, n'est-ce pas? Très méchantes, donc c'est un mélange de choses qui sont, amusantes, mais à la fois très sévères par rapport, à la Russie. Donc comment tu expliques, voilà, cette sympathie-là et cette sympathie des Russes qui lisent encore de la littérature pour ces voilà, parce qu'ils voient que, voilà, ils voient en fait, la vérité dans les satires les plus cruelles, n'est-ce pas? Oui. En fait, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Le, je dirais pour rebondir sur ce sondage, qui a quand même reçu 20 000 réponses. Donc 20 000 réponses, on peut le prendre en considération. C'est la chose qui m'a le plus frappée et qui apparemment t'a le plus frappé aussi, c'est que des Français n'auraient pas du tout répondu de la même façon. C'est-à-dire que la conception, par exemple, que des Français ont de la littérature russe, et la conception que des Russes, alors ceux qui vont répondre, c'est plutôt de l'opposition libérale, ont de leur littérature, n'est pas la même. Ce qui est, je dirais, sans doute absolument normal. Mais ça veut dire que quand on dit la littérature russe, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle, je veux dire, pour un Français, on parle de Dostoïevski et Tolstoï. Et bien pour des Russes de l'opposition, on ne parle pas forcément de ça. Quand on parle aussi un texte qui a été cité dans ce sondage qui était Moumou de Tourguenieff, effectivement, je ne connais pas un Russe qui n'évoque pas, qui ne connaisse pas Moumou et qui ne pleure pas en évoquant Moumou. Je ne connais pas un Français qui ne soit pas passé par mes cours qui connaisse Moumou. Donc, je dirais, il y a d'abord une ignorance très grande sur ce qu'est cette littérature. Alors qu'on soit bien clair, hein, si je reviens au tout début, le projet de ce livre, c'est effectivement quand tu vois les horreurs de Mariupol, quand tu vois les horreurs commises à Boutcha, quand tu vois les horreurs commises encore chaque jour, malheureusement, en Ukraine par la Russie, et il ne s'agit absolument pas ni de les nier, ni de les relativiser, ni même de dire oh, il faut continuer. Bon, moi, au départ, je le dis franchement, au départ, j'étais un peu choquée qu'on enlève les monuments à Pouchkine en disant mais qu'est-ce qu'il a à voir ce pauvre Pouchkine. Ben, c'est pas ça. Faites ce que vous voulez en Ukraine. Vous avez votre culture, vous avez votre littérature, vous avez votre langue. Faites ce que vous voulez. Ce qui me pose question, c'est de me dire, est-ce que vraiment, comme ils le disent, quand ils immédiatement appellent à boycotter la littérature russe? Je me dis, mais pourquoi ils appellent à boycotter la littérature russe et pas beaucoup moins le cinéma, et pas, pourquoi ils ne lancent pas des campagnes contre, par exemple, les entreprises occidentales qui sont encore présentes en Russie, contre d'autres manifestations justement de l'influence russe. Pourquoi ça tombe sur la littérature? Pourquoi ça tombe sur Pouchkine, auteur du début du 19e? Et en fait, ma réflexion était autour, vraiment, et c'était vraiment une réflexion autour de ça, en disant, est-ce qu'on trouve vraiment les raisons de ces horreurs dans la littérature? Et est-ce que cette littérature est impérialiste? Bien sûr qu'il y a des choses très impérialistes dans cette littérature, mais dans la littérature française, on trouve aussi des choses très impérialistes. Dans la littérature britannique, on trouve aussi des choses très, très, très impérialistes. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à bombarder l'Algérie. Donc, c'est-à-dire que l'espèce de réflexe complètement affectif et blessé
et que je comprends, et d'indignation totale que je comprends complètement vis-à-vis de tout ce qui est russe, s'est concentré sur cette littérature, alors que je pense vraiment que cette littérature, c'est peut-être au contraire la seule chose qui ait essayé de donner aux Russes des valeurs humanistes. Oui, il y a de l'impérialisme. Oui, il y a des choses que je n'apprécie pas. Toi et moi, on n'apprécie pas Dostoïevski, pas exactement pour les mêmes raisons. Mais je pense que Dostoïevski, c'est un grand auteur, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Mais dire que Dostoïevski est responsable de ce qui se passe à Boutcha, ça, c'est vraiment un pas que je ne peux pas franchir. Ne serait-ce que parce que, je veux dire, tu le sais comme moi, je veux dire, les gens qui ont assassiné à Boutcha, on va pas c'est pas comme les Allemands, tu vois, les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, on savait qu'effectivement ils organisaient des concerts, qui connaissaient la musique classique sur le bout des doigts, qui savaient jouer des instruments, ils avaient tous des doctorats de droit à n'en savoir que faire. C'est pas le cas de la Russie et certainement pas des troupes qui ont été envoyées. Et que si on dit c'est la littérature qui est coupable, moi je dis attention les gars, vous vous trompez d'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est pas la littérature du 19e et du 20e, parce que cette littérature, elle a su être extrêmement classique, extrêmement critique, comme tu l'as souligné, et puis surtout les gars qui ont tué à Boutcha, qui ont tué à Mariupol, où, on va être très clair, Poutine et les gens qui l'entourent ne sont pas des gens qui sont nourris de littérature, et certainement pas de littérature classique, qu'elle soit russe ou autre chose. Donc, à focaliser... Alors, pourquoi, et là, je sais que je vais... Pourquoi les Ukrainiens ont focalisé là-dessus? C'est que je pense que pour les Ukrainiens, comme pour les Russes, et je suis pas en train de dire du tout que c'est semblable, il y a cette valorisation extrême de la littérature. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand il y a eu la guerre d'Algérie, donc qui était différente, mais qui présente quand même certains points communs avec, je dirais, des Algériens qui demandent leur indépendance. Tu n'as jamais eu des Algériens disant c'est Molière qui est coupable de tout. Ce qu'il disait éventuellement, et ça je veux tout à fait le comprendre et je partage tout à fait cette position, c'est il faut développer notre littérature algérienne, il faut promouvoir notre littérature algérienne, et c'est quelque chose que fait très bien l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine promeut actuellement partout dans le monde sa littérature, et notamment la littérature des jeunes, et ça je trouve ça absolument formidable, absolument remarquable et absolument utile, parce que ça crée une colonne vertébrale identitaire qui existait déjà mais qui est renforcée. Mais jamais on a entendu des Algériens ou des Vietnamiens dire c'est Racine ou c'est Molière qui sont coupables de tout, parce qu'ils ne l'étaient pas, bien sûr, même s'ils pouvaient être sexistes, même s'ils pouvaient être impérialistes, etc. Et en fait, je pense que c'est se tromper d'ennemi, mais quand j'ai commencé ce livre, c'était une vraie interrogation chez moi, c'est-à-dire, c'était une vraie interrogation, je veux dire, je pense qu'il doit se poser à tous les slavistes, de se dire, moi je suis entrée dans la question russe par sa littérature, je suis entrée par Tchekhov, par exemple. Est-ce que je suis tombée dans un piège qui m'amènerait à justifier des horreurs? Et j'ai vraiment tout relu en me disant, mais comment j'ai compris ça à l'époque et comment je comprends ça maintenant? Et non, je ne pense pas que la littérature russe soit pleine d'horreurs. Et autant, tu vois, dans les choses qui peuvent donner une colonne vertébrale à un peuple, autant je pense que malheureusement, l'Église russe orthodoxe actuellement est incapable d'apporter quoi que ce soit d'éthique, de morale, de positif à son peuple. Autant, je pense, comme la dissidente Larissa Bogoras, que je cite au départ, me l'avait dit, et c'était cette dissidente née à Kharkiv, qui m'a la première parlé concrètement, je veux dire, du Golodomor et des gens qu'elle voyait mourir de faim et morts de faim sous ses fenêtres alors qu'elle était encore enfant. Et elle me le disait, ce qui a empêché l'intelligentsia soviétique de s'écrouler complètement pendant la période soviétique, ce sont les classiques russes que cette intelligentsia continue en russe à lire. C'était Tolstoï, c'était Pouchkine. Et j'avoue, je partage cet avis.
Et je me dis, bon, c'est pas une histoire de sauver la littérature russe pour sauver la littérature russe, même si c'est une interrogation pour les slavistes, dont moi, c'est-à-dire est-ce que cette littérature est fondamentalement criminelle ou pas, comme le sont les dirigeants russes actuels. Et une autre chose, c'est de se dire, bon, est-ce que la société russe, alors en Ukraine, vous en fichez peut-être un petit peu, mais je veux dire pour l'instant, mais c'est quand même important, va arriver un jour à sortir de ce cycle infernal de meurtre en permanence. Ce qui, tu prends les 100 dernières années de la Russie et de l'Union soviétique, c'est quand même des meurtres de population constants et des massacres massifs constants. Et moi, je continue à penser que la littérature est peut-être ce qui peut permettre à la Russie et aux Russes d'essayer de sortir de cette espèce de spirale criminelle dans laquelle ils se trouvent. Mmh. Reste la dernière question de d'instrumentalisation de cette littérature puisque, ce n'est pas tellement qu'on était en train de dire que c'était la littérature qui explique ou qui justifie les crimes à Boutcha ou Mariupol ou ailleurs, en Syrie ou ailleurs, parce que la guerre en Ukraine, ce n'est pas la seule guerre que la Russie avait menée depuis, mais c'est que en fait, il y a une instrumentalisation de créer ce mythe, de cette grande littérature russe qui serait plus grande, pour, une raison que je ne sais pas, que la littérature française ou anglaise ou britannique ou allemande et donc et puis de s'offenser, s'offusquer à chaque moment où, justement il y a surtout les pays qui sont à côté, qui étaient, comme la Russie considère dans son zone d'influence, osent enlever un Pouchkine et puis mettre, je sais pas, Chevchenko ou Khvelevi à la place de cette statue. Donc c'est de dire que, voilà, que la littérature, la culture, voilà, de d'ériger ce mythe qu'il faut parce que la littérature russe n'est pas ni plus grande, ni plus intéressante que n'importe quelle autre littérature, nationale, qu'elle soit ukrainienne, géorgienne, française. Donc il y a des génies, mais il y a certainement ce mérite, en fait, dans les auteurs que tu traites dans ce livre. C'est voilà, donc je recommande à nos auditeurs de lire ce livre parce qu'il y a justement ce mérite d'une lucidité, en fait, dans cette littérature, en tout cas dans la grande partie de cette littérature, il y a cette lucidité justement la journée d'Oprichnik. Je ne sais pas si c'est traduit en français, de Vladimir Sorokin, mais ce sont des choses qui bien sûr, qui pèsent dans la satire, mais qui sont à la fois, très, lucides. Merci beaucoup Cécile, pour cet échange. Merci beaucoup pour tes livres qui expliquent justement, au public, français ce que c'est cette âme russe, ce que c'est cette littérature russe, ce que c'est en Il n'y a fait, pas d'âme russe. Il n'y a pas d'âme russe. Il y a une littérature, il y a des psychologies nationales, il n'y a pas d'âme russe. Ça aussi, ça fait partie des espèces de schémas de propagande. Il n'y a pas d'âme russe. Il y a des gens qui sont absolument perdus, qui ne savent plus à quoi se raccrocher, mais il n'y a pas d'âme russe de la même façon que non, la littérature russe, il y a des auteurs merveilleux, mais la littérature russe n'est pas par définition plus grande que toute autre littérature de ses voisins, proches ou lointains. Merci beaucoup Cécile. Merci Tatiana, à toi. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Cécile Vessier, professeure en études russes et soviétiques à l'Université de Rennes 2, auteur des ouvrages Les réseaux du Kremlin en France, Sartre et URSS, Le joueur et les survivants et Face à Mariupol, 2 siècles de la littérature russe. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.